Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Adam Boubel et je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour déjà dans cette faculté qui m'intrigue beaucoup et que j'aime beaucoup. Et surtout pour pouvoir présenter quelqu'un avec qui j'ai beaucoup j'ai des relations, que ce soit politiques mais surtout académiques, et que j'ai rencontré académiquement lorsqu'il a été question de discuter de la question des frontières et du phénomène de la frontiérisation. Donc je suis très heureux d'être là pour pouvoir le présenter pour sa conférence inaugurale. Donc Frantz Fanon et Max Weber, deux monstres de la pensée sociologique, l'un venu de la psychiatrie et l'autre du droit et de l'économie, ne sont à première vue pas conciliables. Et cela à plusieurs égards. Le premier, colonisé, exploité, pense la domination comme concept central de l'émancipation et donc constamment dans un rapport d'altérité. Le second, proche des mouvements libéraux, très nationaliste pendant une grande partie de sa vie, a cependant, et pour sa part, donné dans le savant et le politique des instruments rigoureux au service d'une sociologie historique portant sur des questions de recherche particulières et des développements singuliers dans la déclinaison empirique et perspective dans son livre La domination. Contrairement à Fanon, l'œuvre de Weber est exclusivement nationale, analysant les modes de domination légitimes au sein d'une même communauté nationale, sans jamais poser la question de la domination interétatique et internationale. Même lorsqu'il évoque la question de la guerre et les acteurs qui sont amenés à choisir entre l'éthique de la conviction et l'éthique de responsabilité, il se restreint à analyser les rapports entre dominés et dominants au sein d'un territoire. Il distingue en ce sens deux modes de domination. La domination en vertu d'une configuration ou de constellation d'intérêts, c'est notamment le cas en situation de monopole, qu'il soit économique ou politique, et la domination en vertu d'une autorité, c'est-à-dire un pouvoir de donner des ordres et un devoir d'obéissance qui s'ensuit. Il donne en ce sens comme définition à ce concept le fait qu'une volonté affirmée, c'est-à-dire un ordre, du ou des dominants, cherche à influencer l'action d'autrui, du ou des dominés, et l'influence effectivement, dans la mesure où, à un degré significatif d'un point de vue social, cette action se déroule comme si les dominés avaient fait du contenu de cet ordre en tant que tel la maxime de leur action, l'obéissance qui implique un consentement. Alors que Weber conceptualise cette notion, Fanon la mobilise dans le rapport entre Europe et colonisée, entre Europe et damnés de la terre, prenant la rupture avec cette domination qu'il nomme asservissement. Sa méthode, ne pas singer l'Europe, ne pas être obsédé par le désir de rattraper l'Europe. En somme, sortir d'une tutelle culturelle de l'Europe. Montasser Sarri, savant, suivant la définition qu'en donne Max Weber dans son livre, a sur la base d'études empiriques et d'enquêtes de terrain, toujours en cours, participé à développer la notion de désir d'Occident. Un désir né du discours de la bourgeoisie en tant que classe centrale et pivot de l'Occident sur elle-même et sur ses anciennes colonies, qui pousse à alimenter un imaginaire colonial nourrissant la volonté, le souhait, l'aspiration de cet Occident au détriment du Sud par l'établissement de frontières physiques et symboliques. Son travail, notamment avec Wael Garnaoui, vise à démontrer comment ce qui se présente sous le signe de l'humanitaire, du régulateur, de la promotion de l'intégration et de la diversité est dans les faits une politique frontalière inhospitalière, consciente du privilège accumulé depuis les temps coloniaux. Pour Montasser, le moyen utilisé de manière contemporaine par l'autre, c'est-à-dire l'Europe, et qui constitue cette violence légitime qu'évoque Weber, est la frontière, allant tout bonnement à l'encontre du principe universel de libre circulation des personnes. Pire, aliénant la liberté de circulation du Sud sans la restreindre pour l'Occident, pour le Nord. L'un des axes sous lesquels Montasser étudie ce sujet est celui de l'étude de l'influence décoloniale de Fanon dans la pensée de la gauche marocaine et tunisienne. Au Maroc, l'UNFP puis l'USFP et le mouvement Hillel Hamam sont analysés à partir de leurs principaux penseurs et militants. Ben Barka, Al-Aroui, Abdel Jabri, Mohamed Barrada et Mohamed Al-Ash'ari. Pour l'USFP. Abdeltef Labi, Abraham Serfati et leur revue Souffle, ou Anfas en arabe, pour le mouvement marxiste-léniniste. Mais loin de faire dans la socio-histoire, l'influence actuelle de Fanon dans les cercles de la gauche au Maroc est également étudiée par Montasser dans la production récente de certains partis, notamment le Parti socialiste unifié ou la section de l'USFP en France. Étudier la décolonialité de la gauche aujourd'hui au Maroc permet de soulever la question centrale de la responsabilité du politique. Suivant la pensée weberienne, exercer la politique entraîne inévitablement l'exercice de la violence.
Mesurer les moyens au but voulu implique l'adhésion à une éthique de responsabilité. Contrairement à l'éthique de la conviction, qui ne se soucie pas des résultats tant que la pureté du but est garantie par les moyens mobilisés. Concilier les deux veut dire disposer de la conviction politique, de la vocation politique, pardon. Dans le cadre des rapports politiques et juridiques qu'entretient le Maroc et l'Europe, ou plus spécifiquement avec l'Union européenne, laisser débattre aujourd'hui Fanon et Weber à travers Montasser nous permettra peut-être de savoir si le politique marocain jouit de cette vocation politique, de comprendre de quoi l'absence de tout débat sur les questions frontalières est symptomatique, et de déterminer l'étendue de la domination qu'instaure la schengenisation ou la frontiérisation, comme le théorise Montasser, sur les pays dont les ressortissants ne bénéficient pas d'une liberté de circulation. Merci beaucoup et je laisse la parole au principal intéressé. Merci infiniment Adam pour cette présentation. Je ne sais pas si je serai à la hauteur vraiment de ce qui est attendu et ce qui est annoncé par ta présentation, mais je vais essayer un petit peu de reformuler en tout cas en fait, les problématiques que tu poses à partir de textes que effectivement j'ai eu la chance de rédiger pendant les 2 dernières années et qui portent en effet sur cette question de la schengenisation et ce que les frontières en fait. C'est un peu la problématique générale de cette recherche menée en tout cas pendant cette résidence ici à Ben Guerir au sein de l'IAS sur cette question de la schengenisation, ce que font les frontières aux sociétés anciennement colonisées. Donc je veux d'abord remercier vivement les responsables de l'IAS, donc Madame Nawal Shraibi, Sissad Tazi, Raphaël Yozi, Oumama Regragui pour son travail extrêmement important, Fatem Zahra Marfouk et Jbran Nouani en fait pour tout le travail que vous fournissez. Merci infiniment. Et c'est une chance de travailler en fait avec cette formidable équipe. Donc j'ai en effet intitulé cette conférence Frantz Fanon et Max Weber en dialogue colonial. Et je dois avouer qu'il s'agit en fait en sciences humaines et sociales d'une aventure périlleuse. Bon, c'est un programme de recherche plus qu'une intervention, c'est l'annonciation, si vous voulez, d'un programme de recherche. Donc faire dialoguer 2 références largement utilisées dans des disciplines comme la sociologie, l'histoire, mais aussi en sciences juridiques, mais aussi en politique. Je pense que c'est une affaire périlleuse à plusieurs regards. En fait, il est important tout d'abord de préciser que cette conférence ne portera pas principalement sur un terrain ethnographique comme on peut en fait attendre d'un anthropologue. Et en effet, je suis formé plutôt en anthropologie, c'est-à-dire le terrain, et aller collecter des données de terrain et à partir des données de terrain, essayer de construire, si vous voulez, des généralités ou des conclusions. En fait, je vais un petit peu prendre, merci beaucoup. Je vais un petit peu prendre le côté inverse et essayer à partir de quelques théories d'engager en fait une discussion théorique avec 2 penseurs qui en plus du terrain, avait cette possibilité, cette capacité de faire de la théorie. C'était le temps et c'est un peu moins aujourd'hui ce qu'on attend des anthropologues. Mais en tout cas, Fanon était plutôt psychiatre, mais aussi psychanalyste, donc son terrain, c'était son cabinet, c'était l'hôpital à Blida, en Algérie, mais aussi en Tunisie. Mais en fait, la formulation de théorie était assez présente dans son ouvrage, ce qui fait aussi de lui aujourd'hui quelqu'un de politique, lu en étant politique. Max Weber, pareil, mais bon, c'était l'instauration de la sociologie où la question du terrain n'était pas si présente comme on peut l'imaginer aujourd'hui. Ensuite, et surtout, cette démarche est une aventure parce qu'il n'est pas en fait tout à fait évident de faire dialoguer 2 auteurs que tout semble opposé. Max Weber, décédé en 1920 en Allemagne, précède de 5 ans la naissance de Frantz Fanon, né en 1925, en Martinique, alors colonie française, encore aujourd'hui colonie française. Fanon meurt en 1961 à l'âge de 36 ans, aux États-Unis, après l'échec de traitements médicaux reçus à Moscou, avant d'être inhumé en Algérie.
Donc ces précisions temporelles et géographiques sont essentielles pour mesurer la singularité de cette entreprise, qui consiste à croiser deux pensées qui jusqu'ici n'ont pas été envisagées ensemble. Donc ici, c'est la question de la réappropriation qui se pose. Fanon est devenu, après un long processus de circulation très complexe, des chercheurs ont travaillé justement sur la résurgence des travaux de Fanon après un passage par l'Amérique latine et après bien entendu une capacité de diffusion à partir de l'université américaine que nous allons retrouver Fanon par la suite chez La Découverte en France avant de revenir au nord d'Afrique, principalement en 2011, pour dire les choses de manière brève. Donc Fanon est devenu, après un long processus de circulation politique et académique, la figure emblématique de la pensée décoloniale en politique, ainsi qu'une référence centrale dans les post-colonial studies, dans les critical and ethnic race theory également. Weber, quant à lui, est considéré comme l'un des pères fondateurs des sciences sociales, comme vous le savez, avec Durkheim, avec Auguste Comte. Étudié bien entendu dans les institutions de sciences politiques qui forment les élites dirigeantes en Occident, outre son apport à la théorie de la réelle politique. Il est au cœur d'une réappropriation libérale de l'organisation politique. On ne peut pas parler de parti politique sans parler de Weber, on ne peut pas parler des élections sans parler de Weber, en tout cas dans le cadre de l'Occident. Cependant, il demeure aussi un nationaliste passionné, revendiquant, au-delà de l'unification de l'Allemagne, une volonté de puissance affirmée dans un contexte qui était celui de l'Allemagne de 1900 tout court, et qui était un contexte en fait des idéologies nationalistes sulfureuses. Donc, qu'est-ce qui peut rassembler ces deux figures? Qu'est-ce qui peut rassembler ces deux figures intellectuelle. Et pourquoi je m'y intéresse, moi qui suis censé, en tout cas lors de cette résidence, comme j'ai dit à Ben Grir, produire plutôt un savoir davantage centré sur des terrains ethnographiques. Donc je vais y revenir et j'espère aussi pendant la prochaine conférence qui aura lieu, donc je fais un petit peu la publicité de cette conférence qui aura lieu le 9 janvier prochain. Donc il s'agit au fait de la question du cadrage théorique, dans lequel j'estime la question de la frontière, de l'immigration est appelée à être traitée dans le Sud. Donc pourquoi Weber l'allemand et Fanon le franco-martiniquais algérien? Et pourquoi insister ou bien vouloir en fait à tout prix intégrer Weber surtout, comme s'il n'a pas été assez intégré partout et dans toutes les disciplines? Pourquoi donc aujourd'hui l'inviter à la table du décolonial? Bon, après tout, Weber, dans sa célèbre théorie de la domination, donc vous savez, la question de la domination chez Weber, charismatique, légale, traditionnelle, il n'est pas question de soulever une forme de domination raciale, qui est le propre du travail de Fanon. Pourtant, la question des classes, donc la domination classiste, est forte présente dans l'œuvre de Weber. Contrairement à ce qu'on a souvent tendance à opposer Weber et Marx, il y a tout à fait d'autres travaux qui insistent et qui montrent en fait dans tous les cas la question du prolétariat, de la bourgeoisie, elle est au centre du travail de Max Weber. Pourtant, la question donc des classes est au centre de ce travail et il faut aussi reconnaître d'entrée de jeu ce que l'on peut me reprocher facilement. Weber a produit aussi un savoir-faire sur les groupes ethniques, on peut y accéder, très ambigu, notamment sa leçon inaugurale de sa carrière à l'université de Fribourg en 1895, et où il annonce en fait sa profession de foi nationaliste exacerbée. Il ouvre la leçon par ces mots : mon propos est d'abord de faire apparaître, au moyen d'un exemple, le rôle que jouent dans la lutte économique pour l'existence les différences raciales, tant physiques que psychiques, entre nationalités. Pire, quand il s'agit d'une enquête de terrain sur les ouvriers agricoles, il en a mené une auprès des ouvriers agricoles polonais dans l'est de l'Allemagne, il rapporte les éléments suivants sur une prétendue concurrence entre ouvriers ruraux polonais et allemands dans l'est de la Prusse. Donc, je le cite,
le petit paysan polonais gagne du terrain en faisant maigre, non pas malgré son mode de vie matériel et spirituel qui se situe à un niveau extrêmement bas, mais justement grâce à lui. C'est donc, semble-t-il, un processus de sélection que nous voyons s'effectuer. Les deux nationalités sont placées depuis longtemps dans les mêmes conditions d'existence, à l'inverse de ce que s'imagine le matérialisme vulgaire. Bon, bien sûr, Max Weber, très virulent quand il s'agit de parler du matérialisme et du socialisme. Donc, je continue la citation. Au contraire, l'une recule devant l'autre, la victoire revenant à celle qui possède la plus grande faculté d'adaptation aux conditions économiques et sociales données. Il ajoute, contrairement à ce que pensent ceux d'entre nous qui sont optimistes, le libre jeu de sélection, comme nous le voyons, ne profite pas toujours à la nationalité la plus développée ou la mieux douée dans le domaine économique. Bon, etc. Donc, vous voyez ici comment Max Weber qui insiste sur les propriétés raciales comme mode d'explication du social. Bon, on est devant un fondateur de la sociologie et en même temps une leçon inaugurale à Fribourg. Donc la question, c'est que faire d'un tel auteur tenant des propos du pur darwinisme social. C'était l'époque, le 19e siècle. Sur la race slave, dans le cas en fait de la Pologne, quoi faire de cet héritage dans la pensée décoloniale? Mais si j'expose ces extraits ici, ce n'est pas seulement pour dire ma conscience de ce que le jeune Max Weber aurait écrit à cette période, dans le temps du racisme biologique ambiant dans la science, sur la question de la race, mais pour énoncer que ce sont d'autres textes politiques qui nous intéressent aujourd'hui, bien après 1894, et qui nous intéressent dans la politique de Weber. D'ailleurs, Weber de 1894 n'est pas celui de 1904, lors d'une visite aux États-Unis, donc 1904. Il initie une réflexion sur les rapports entre noirs et blancs aux États-Unis, dans le contexte américain, par une clarté du propos sociologique sur la construction sociologique de la race. Ainsi, il constate que, je le cite, les antagonismes raciaux entre les blancs et les noirs aux États-Unis semblent créés par le fait que les noirs ont été et sont toujours un groupe disqualifié socialement. Donc on retrouve vraiment la reprise sociologique, le geste sociologique fondateur de cette science, c'est-à-dire expliquer les faits sociaux par des questions sociales, d'ordre social et politique, ce que Durkheim appelle les choses, prendre les faits pour des choses, des data. Donc je continue, Max Weber. Messieurs, en cas où nous aurions la possibilité de rendre noirs les nouveau-nés, ces sujets, eux aussi, finiraient par se trouver dans une situation particulière et précaire dans la société blanche. Ainsi donc, il n'existe aucune preuve de ce que les relations raciales américaines reposent sur des instincts innés et héréditaires. Donc on retrouve la réhabilitation de ce qui fait la grandeur aujourd'hui de Max Weber et de la sociologie en tout cas. Bon, c'est 1904, on peut continuer sur des textes de Max Weber, surtout de la guerre. Max Weber a écrit pendant la guerre, c'est-à-dire entre la première guerre, il est mort en 1920. Pendant la guerre 14-18, il était engagé en tant que gestionnaire des hôpitaux. Il voulait participer à tout prix à la guerre. Il a été écarté, mais il a été en fait, si vous voulez, en arrière de la guerre dans la gestion des hôpitaux, des blessés et des soldats de la guerre. Mais en même temps, il tenait des discours, il motivait les troupes pour la guerre et il expliquait pourquoi les Allemands faisaient la guerre. Et là, on va retrouver en fait d'autres textes avec d'autres propos où il va y avoir un effondrement absolu de la conception sociologique au profit d'un engagement politique fervent, d'une pensée guerrière. Je le cite de mémoire, Weber qui dit « Le français fait la guerre pour la forme. Le russe fait la guerre, la mitraillette braquée au dos. L'anglais fait la guerre pour l'argent. L'allemand, donc Weber, fait la guerre pour l'honneur. Donc contre la vassalisation de l'Allemagne, etc. etc. Donc la sociologie est une science de la paix. La guerre, c'est encore autre chose. En tout cas, c'est ce que nous enseigne la trajectoire des fondateurs de la sociologie. Durkheim, lui aussi très engagé, qui perd d'ailleurs son fils pendant la guerre de 14.
et qui répond à Weber par des réponses complètement irrationnelles du point de vue de la sociologie. Pareil de mémoire, Durkheim insiste sur le fait que les Allemands font la guerre pour l'intégration sociale et qu'il n'y a aucune autre capacité à intégrer socialement la société allemande que par la guerre, alors que la France, c'est l'école, c'est les corporations, etc. Donc dans ces textes du temps de la guerre et après-guerre, c'est-à-dire les textes qui, comme du temps de Fanon, Fanon développe sa théorie, son travail sociologique et psychanalytique à partir aussi d'une situation de guerre. C'est la guerre d'Algérie et c'est la guerre de libération. Donc je pense que sur ces questions de la guerre, on peut aussi faire dialoguer ces deux auteurs. Donc je vais avancer un petit peu. Donc ces questions sont pour la sociologie décoloniale d'une actualité brûlante en temps de guerre, mais aussi en temps de reconstruction des jeunes États-nations aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas aussi un hasard que de vouloir revenir sur Weber et Fanon si on considère la séquence qui est la nôtre. Donc pour répondre à la question pourquoi Weber aujourd'hui, il est essentiel d'examiner la nature des problématiques qu'il soulève, qu'il s'agisse du point de vue de la sociologie compréhensive ou bien à partir d'une perspective participante à la politique de son pays, aussi bien en temps de guerre qu'en période de reconstruction de la paix. En d'autres termes, la pensée décoloniale, qui trouve son fondement dans l'œuvre de Fanon, doit s'émanciper du confort qui l'alourdit de l'intérieur, la confinant à une posture centrée sur la condition subalterne, c'est-à-dire parfois vindicative, et autrement dit, une pensée marquée par la pleurnicherie, par la victimisation, par la faiblesse, qui au mieux conteste l'ordre interventionniste, l'ordre colonial, mais ferme les yeux sur des régimes fondés sur le mensonge, comme celui de ce qu'on a appelé jusqu'à peu de temps le Mumana'a, en Syrie par exemple. Une telle posture limite la capacité de cette pensée décoloniale à se doter de leviers négociant une paix juste, responsable, qui peut en découler. Donc comme nous allons un petit peu le montrer, c'est précisément le concept de responsabilité qui a été introduit par Adam, élaboré donc par Weber, qui doit en fait être placé au cœur de la pensée décoloniale pour dépasser les limites actuelles. Donc c'est peut-être le fait justement d'être à nouveau dans des contextes de guerre, notamment en Europe, Ukraine, au Moyen-Orient, Syrie, Palestine, qui influence dans ce que j'entreprends ici, cette enquête, cette question du décolonial, de la responsabilité, de la politique, de la paix juste et de l'honneur. Donc l'Europe, déjà dans la conception de Weber, ne regarde pas la guerre en face au moment de son déroulement. Elle attend le plus souvent sa généralisation, qu'elle lui explose à la face. C'est le cas de la Seconde Guerre mondiale, au moment de l'invasion de la Tchécoslovaquie, par exemple, au moment de l'invasion de l'Autriche, au moment de l'invasion de la Pologne, au moment du pacte germano-soviétique, silence absolu, avant bien sûr que cette généralisation n'atteigne des limites de l'inacceptable. Et encore, l'histoire de France pendant cette période, vous la connaissez sous Vichy. Donc, pour l'Europe et en Europe, la pensée décoloniale a du chemin à faire. Dans le Sud, on en a besoin, le plus en fait qu'une question juste d'attendre, de rester sur cette question décoloniale qui appelle à la question de, comment dire, le guilt, de la culpabilité, au-delà de la question de la culpabilité, c'est-à-dire qui est brandie par les mouvements de la dénonciation de la blanchité européenne, c'est la notion de responsabilité qui devrait être repensée, une responsabilité devant l'héritage colonial, devant la guerre, devant la mort aux frontières, devant la crise écologique engendrée par des années d'extractivisme et de colonialisme et d'industrialisation inégalitaire qui vassalisent les pays du Sud, minorisant le Sud au profit du Nord global. Donc c'est cette responsabilité devant la contre-violence aussi terroriste, quand il s'agit du terrorisme en Europe, et devant aussi l'éthique, non pas chrétienne, mais politique, comme dit Weber, à laquelle j'ajouterai volontiers la politique globale.
Donc voilà, il y a cette question de la guerre, mais il y a la question de la frontière. La frontière. Ce que l'Europe, les acteurs de l'officiel, appellent une crise de l'immigration, qui est au fond une chasse organisée aux migrants par des dispositifs des plus meurtriers de l'histoire des frontières. Donc l'immigration devrait être aussi examinée, suivant le cadrage déjà posé par les mouvements nationaux du temps des révolutions pour les indépendances. Donc ce sont ces anciens cadrages du nord-sud que tu as rapidement évoqué, Adam, qui sont aujourd'hui absentés, non renouvelés. Quand on pense à la question décoloniale à la base, à partir de ces auteurs, donc Frantz Fanon, Lumumba, Sankara, Ben Barka, la question nord-sud était au centre. Une incarnation de la conflictualité et de la dialectique. Ce sont justement ces défis et ces interpellations à l'égard des scientifiques dans le Sud et surtout des politiques, non pas pour réaffirmer une conflictualité inutile, irresponsable vis-à-vis de l'Europe, mais pour plutôt incarner une nouvelle vision qui prend en charge l'injonction, la demande de celui qui a manifesté en 2011, du manifestant qui annonce la séquence de 2011 et qui se perpétue aujourd'hui en Syrie, par exemple. Donc c'est la question, en effet, de la dignité. Donc une négociation d'une nouvelle relation interétatique fondée sur l'intérêt commun, sur des règles de droit, le partenariat juste, et donc regarder en face et de manière responsable les relations avec le Nord. Et je pense que cette question de la négociation, elle est au cœur de la pensée de Max Weber, bien sûr au profit de son pays, l'Allemagne, de cette peur permanente de l'annexion, de la vassalisation, d'être au service de puissances déjà organisées en nations, en États-nations, donc la Russie principalement et la France, qui aussi animé cet esprit de vouloir en fait intégrer la notion de la responsabilité au niveau des relations internationales. Donc pour ce qui me reste à dire dans cette conférence, je pense que premièrement, je vais essayer de revenir sur Max Weber et donc sur sa théorie de la responsabilité politique. J'espère en parlant de la Syrie, je voulais faire passer cette enquête. Mais revenir rapidement sur Weber, ensuite Fanon à partir de sa notion de l'organisation ou de l'organisation nationale, et puis poser quelques pistes de réflexion autour du problème des frontières d'un point de vue décolonial. Donc la responsabilité chez Weber, et donc ici commencer rapidement par dire quelques mots sur l'auteur, sur ce fondateur de la sociologie qui est né en 1864 en Allemagne, quelques années avant la première unification de l'État allemand, donc 1870, est décédé, comme j'ai déjà dit, en 1920 à Munich. Weber a mené une vie partagée entre la volonté d'engagement politique, donc qui s'est traduit à la sortie, au moment de la sortie de la guerre par sa participation à la rédaction de la Constitution de Weimar, et son engagement bien sûr scientifique que vous connaissez à travers ces notions largement diffuses comme la neutralité axiologique, etc. Donc je veux partir de son ouvrage qui est fondé sur 2 conférences qu'il tient en 1918, donc c'est Le savant et le politique. Tout en me centrant davantage sur la 2e conférence, donc la question du politique. Donc l'ouvrage se compose de 2 parties distinctes. La première porte sur la vocation de l'homme de science. Bon, j'essaye de lire ces 2 conférences toujours à travers cette idée de la responsabilité qui est en réalité liée à la question de l'organisation, à l'administration, donc au souci. Qu'est-ce que la modernité chez Weber en réalité, si ce n'est pas cette émergence d'une bureaucratisation ancrée à l'intérieur d'une nationalité. Donc, qui appelle à ce qu'on appelle aujourd'hui tout simplement les politiques publiques. Et je pense que c'est pour cette raison que Weber est central dans la politique aujourd'hui, ou bien dans la formation des politiciens. Donc pour Weber, il s'agit de distinguer les tâches historiques de chacune de ces 2 fonctions, donc le savant et le politique, dans une société gouvernée par la nouvelle forme gouvernementale qui naît à partir du XVIIIe siècle, à savoir l'État, l'État-nation. Bien entendu, pour Weber, l'État, c'est un phénomène sociologique, phénomène social tout à fait
historique, dans le sens où il naît à un moment donné. Il a un point de départ et il fait en fait, ça a été largement repris par un autre sociologue comme Norbert Elias, plus tard par Pierre Bourdieu, mais c'est cette idée de faire les généalogies des États-nations dans leur forme actuelle. Donc Weber insiste sur, à la sortie de la Première Guerre mondiale, Weber insiste sur une éthique qui se voit bafouée par les événements politiques de son temps, tant en Allemagne que dans le reste de l'Occident. On ne peut pas être à la fois savant et politique, suivant le texte de Weber. On ne peut pas être à la fois savant et politique parce que la science vise une vérité émancipée de l'intérêt purement politique, tandis que la politique ne tolère pas une telle forme de vérité. Ainsi, deux questions sont posées. Comment la science pourrait-elle influencer la politique? Et comment cette dernière, donc la politique, pourrait trouver une éthique, bien retrouver une éthique, non pas celle de tendre l'autre joue, non pas l'éthique chrétienne, qui est une éthique en tout cas pour Weber, une éthique des faibles, une éthique où il y a absentement de la question de la responsabilité, qui ne se pose pas la question du demain, etc. Alors même que la politique convoque la violence. Donc tel est le questionnement auquel se confronte Weber tout au long de ce texte. Dans la première conférence, donc, consacrée aux savants, la vocation du scientifique, Weber observe d'abord la tendance générale prise par la science dans le monde occidental. La science est observée par le sociologue. Quand il dit science, en réalité, il dit université. L'objet, ou bien le cadre de la production scientifique, c'est l'université. Elle s'organise comme une entreprise capitaliste. Donc, elle emprunte un schéma capitaliste, elle s'organise comme une entreprise, ce qui aboutit à couper les scientifiques des moyens de production. Donc, les scientifiques, ils sont dans des bureaux à travailler, ils ne sont pas en train de faire de l'agriculture. Donc, c'est ce que veut dire les moyens de production ici, en fait, par référence bien sûr au marxisme. Le savant évolue lui aussi dans des universités et des entreprises scientifiques, ayant une organisation spécifique du travail commandée par objectifs déterminés. Donc l'autonomie du savant est ainsi réduite. Nous le savons, aujourd'hui nous travaillons dans le cadre des programmes de recherche, des objectifs de recherche, ce qui est pour Weber tout à fait légitime et tout à fait ordinaire dans le cadre d'une société organisée. L'autonomie du savant est ainsi réduite. Dans ces conditions structurant l'activité scientifique, Weber plaide pour des traits particuliers sans lesquels le savant ne peut prétendre occuper cette position de savant. Donc deux caractéristiques lui apparaissent fondamentales dans l'activité du scientifique, contrairement à d'autres activités, parce qu'en fait il s'agit d'une division sociale du travail. Bien sûr, tout métier a ses propriétés propres en termes de production et en termes d'organisation. En fait, pareil en ce qui concerne le savant et l'université. Donc ces caractéristiques sont l'inspiration et l'imagination. C'est ce qui est au cœur de cette organisation du travail social qu'est la science. Mais Weber rappelle que cette distinction n'est pas propre à l'homme de science, puisque plusieurs métiers, par exemple le commerçant, par exemple le grand industriel, doivent avoir aussi de l'imagination et doivent avoir de l'inspiration pour pouvoir créer une œuvre. Donc cependant, en matière de science, l'inspiration est fondamentale, mais elle est liée à la passion, à une cause scientifique, c'est-à-dire pour l'ouvrage ou bien pour l'œuvre scientifique réalisée. C'est ce qu'on peut aujourd'hui formuler sous des termes comme liberté académique, comme l'autonomie des champs chez Bourdieu, etc. Bon, l'autre caractéristique très rapidement, c'est de se voir un jour être dépassé. La science travaille par falsification, c'est-à-dire dans le sens, la vérité scientifique est amenée à être dépassée, et d'ailleurs, le scientifique, ce n'est pas seulement son destin, mais ça doit être son but. Le but du scientifique, c'est d'être dépassé, c'est-à-dire pouvoir influencer des politiques publiques pour pouvoir ensuite engendrer de nouvelles problématiques à réformer, à changer, etc. Donc la permanence de la sociologie et du travail sociologique. Donc dans ce texte, Weber défend clairement la nécessité de séparer la science de l'opinion politique.
Il affirme ainsi que la politique n'a pas sa place dans la salle de cours d'une université. Selon lui, elle n'a sa place ni du côté des étudiants, ni du côté des enseignants. Et quand un scientifique traite de la démocratie, des partis politiques, des idéologies, de l'État, de la politique, il est appelé à traiter ces problèmes de manière scientifique, ce qui exige une probité intellectuelle. Donc cette dernière, la probité intellectuelle, signifie l'obligation de reconnaître l'établissement des faits, la détermination des réalités mathématiques et logiques ou la constatation des structures intrinsèques des valeurs culturelles. Et nous avons parmi nous un mathématicien, José P. et Orlando et Walid qui pourraient dire des choses sur cette question. Ainsi pour Weber, le prophète, le démagogue n'ont pas leur place dans une chaire universitaire. Il est dit au prophète ainsi qu'au démagogue, va dans la rue et parle en public, ce qui veut dire là où l'on peut te critiquer. Fin de citation. Donc cette séparation défendue par Weber est ce qui garantit en fait la vocation de la science à devoir apporter une œuvre de clarté. Donc la science avec l'œuvre de clarté qui sera au service bien sûr du politique, s'il le veut bien. Donc c'est-à-dire que la non-partialité de la science, ou ce qu'il appelle ailleurs une neutralité axiologique, est ce qui permet en fait aux scientifiques de jouer un rôle d'indicateur prévenant le politique des conséquences des choix engagés. C'est aussi ça en fait ce qui est la question de la responsabilité. C'est-à-dire que le politique, je pense d'ailleurs l'idée de la démission en politique est une idée purement weberienne. Aujourd'hui en fait, surtout en Occident, bon, c'est de plus en plus rare je pense, mais en tout cas la question de face à la catastrophe, c'est la prise de responsabilité et c'est la démission. En effet, ça vient de là et ça vient de ce texte. Donc le savant peut conseiller le politique, mais il doit surtout le placer devant ses responsabilités, devant l'éthique, et ce avant qu'il ne prenne des décisions. Il pourrait également servir à obliger l'individu des sociétés modernes à se rendre compte du sens ultime de ses propres actes. Voilà, j'ai mis du temps sur la question du savant, mais maintenant sur le politique. Donc, pour la politique, effectivement, il commence comme tout sociologue par définir qu'est-ce que c'est que le problème et qu'est-ce que c'est que la question. Et la question, dans cette deuxième conférence, c'est la question du politique. Et donc, comment définir le politique? Pour Weber, le politique, c'est l'État. Ce qui est en fait singulier dans la politique moderne, dans la politique du temps de Weber, c'est la question de l'État. Et donc, on ne peut pas parler de politique sans parler d'État. Et si on a à parler de quelque chose quand on parle de politique, c'est d'abord la question de l'État. Et donc, ce qu'il y a à définir, c'est l'État, et c'est donc la fameuse définition de l'État comme monopole de la violence physique. Donc ça, c'est Max Weber. À quoi, plus tard, Pierre Bourdieu rajouterait la dimension symbolique, en s'appuyant sur un Italien qui est Gramsci, bien sûr, avec la question de l'hégémonie. Donc, de fait, Weber montre qu'avec la naissance de l'État moderne, seules les structures étatiques sont autorisées à faire usage de la violence. L'État est présenté comme un rapport de domination. Mais ce rapport effectue une rupture avec la conception marxiste de la domination, où l'État, dans le marxisme, en tout cas dans la vulgate marxiste et non pas Marx lui-même, vous savez, Marx disait que lui-même n'était pas marxiste, ça lui arrivait de formuler cette phrase. Donc l'État, dans la conception weberienne, existe à condition que se forme une obéissance et par conséquent que naisse un intérêt pour les dominés à se soumettre, ou bien de se soumettre. Voilà, c'est toute la question de la typologie de la domination chez Weber, donc charismatique, légale, traditionnelle. Il n'y a pas de domination qui ne s'appuie pas sur l'obéissance, qui ne s'appuie pas sur la soumission voulue, volontaire. Donc parmi les figures donc voilà, du politique, et pour Weber, c'est proprement occidental, donc c'est pour lui la différence entre l'Occident et le reste du monde, c'est que en fait, c'est développé dans le temps de l'histoire occidentale une figure particulière de domination, c'est la transformation du chef charismatique.
Parmi les figures, donc, le chef charismatique, donc le prophète, le magicien, le chef de guerre, etc., qui sont partout présentes dans l'ensemble des sociétés, Weber affirme que l'Occident a connu le triomphe d'une figure propre à lui, à savoir celle du libre démagogue. On l'appelle le libre démagogue, qui se présente aujourd'hui sous la forme renouvelée du chef d'un parti parlementaire. C'est à la vocation de cette figure que la deuxième conférence, donc la vocation du politique, est consacrée. La naissance d'une nouvelle catégorie d'hommes politiques professionnels, c'est-à-dire des hommes qui vivent de la politique pour la politique, c'est proprement occidental. Donc, Weber reconnaît l'influence posthume dans cette histoire du droit romain. Il propose donc cette typologie tout en insistant sur le rôle central des juristes, c'est-à-dire des gens formés dans des universités, dans la formation de ces États-nations. Il reconnaît l'influence posthume du droit romain dans la formation de ces tendances qui se manifesta dans la naissance de l'État moderne. S'il faudrait faire un lien, en fait, je pense que cette question manque, mais de manière cruciale, dans les sociétés post-coloniales, qui sont en fait les nôtres. Et encore une fois, cette question, je pense, est admise et doit en tout cas être admise dans la pensée décoloniale, c'est-à-dire penser l'après-contestation, penser l'après-chute de je ne sais quelle, en Syrie, de quelle structure gouvernante, ou bien penser l'après-colonisation, la sortie de la colonisation. En fait, Weber la pense, mais la pense de manière centrale, c'est la question du droit, c'est la question de la formation. Il revient sur des enquêtes sur le Parlement. Vous avez une révolution en France, portée par le peuple, par les gens, mais cette même révolution met en place un Parlement constitué de plus de 90% de gens qui sont en fait des juristes, des avocats en réalité. Nous ne manquons, je ne pense pas, dans des traditions, nous en fait en tout cas, de ces traditions juridiques, que ce soit dans la jurisprudence musulmane, et donc le système de droit islamique adaptable à la modernité, loin de tout ce débat sur l'adaptabilité qui a régné pendant des décennies. Ici, il faut peut-être reconnaître les grands travaux de Mohamed Abd el-Jabri, ou bien les premiers noyaux de l'enseignement de Sharia et de la formation du droit au Maroc. Bien entendu, si une crise existe à ce niveau, elle concerne alors, dans nos sociétés, le manque de cette association du droit réformé, donc droit réformé par l'ijtihad dans le cas du cadre musulman en tout cas, où la standardisation et la mise à niveau des conventions, et une forme d'association avec le gouvernement. Ce à quoi plaidait en tout cas Weber, ou bien constaté dans le cas de sa société, c'était cette association entre gouvernement, c'est-à-dire entre l'État et la formation universitaire, produisant des juristes qui occupent... Alors, Sciences Po, c'est destiné à cadrer les nouveaux cadres politiques, ce n'est pas pour autre chose, ou bien des nouveaux cadres de gestion de grandes entreprises. Donc non seulement le tribunal, mais surtout la formation politique et juridique des représentants politiques, qui fait, je pense, dans la pensée décoloniale, mais dans le réel de nos sociétés, un défaut majeur. Donc s'il faut partir du postulat de Weber, donc un pragmatisme historique de la formation des États, et s'il faut admettre avec des anthropologues du politique, comme l'anthropologue que nous avons eu il y a quelques semaines ici à l'IAS, donc Sylvain Lazarus, s'il n'y a pas de multitude sans ordre et sans État, il est important donc que la question décoloniale mette au cœur de sa théorie la notion du droit, au sens le plus juridique, voire libéral du terme. On le verra avec Fanon. Il ne s'agit pas du droit comme machinerie froide de l'État. Vous savez cette phrase de Nietzsche, le monstre, l'État c'est le monstre le plus froid, je le cite de mémoire, mais c'est plus froid que l'État, il n'y a pas quelque chose comme ça en fait. Mais en fait, il ne s'agit pas de saisir l'État à partir des cadrages juridiques les plus froids, ni absenter la critique fatale adressée par Michel Foucault, ou bien adressée par un siècle de critiques de droit, Pierre Clastres ou d'autres, sur les institutions pénales par exemple. Au contraire, penser le droit, c'est justement reprendre la critique de la contrainte aboutissant au fascisme, au colonialisme et aux systèmes carcéraux. Donc c'est reprendre le droit depuis sa périphérie, une rationalité minimale
qui permet à la fois de dénoncer et de dénouer des situations dramatiques. Quand je pense à la question des frontières, franchement, la question du droit, elle est centrale dans le sens où en fait, il faut résoudre des problèmes de gens. Donc c'est face à la question des visas, face à la question de la mort en Méditerranée, face à la question des familles qui pleurent les disparus, en fait, je pense que la question de droit, de la responsabilité au niveau de je ne sais quel ministère des Affaires étrangères des pays en fait, qui sont face à ce fléau qui est massif dans les sociétés frontiérisées, je pense que ces leviers de droit pourraient en tout cas résoudre des situations dramatiques. Donc une rationalité minimale qui permet à la fois de dénoncer, de dénouer des situations au vu de la justice et en même temps consolider des institutions où droit se joignent fortement à l'expérience du nouveau jeune État-nation postcoloniale. Donc chez Weber et en Occident, la mise en place de ce nouveau modèle se fonde en grande partie sur une rationalité bureaucratique où juriste joue un rôle prépondérant. Donc j'avance un peu plus parce que je pense sur la question de la responsabilité, peut-être revenir un petit peu à la fin. Juste pour dire que dans le centre de cette pensée weberienne qui nous intéresse pour la problématique décoloniale, c'est la question, donc, comme j'ai dit, de la responsabilité. Dans l'analyse de Weber, ce principe de la politique comme cause à défendre débouche nécessairement sur deux éthiques. Donc il y a la question que Adam a soulevée, l'éthique de la conviction ou bien l'éthique de la responsabilité, et c'est naviguer entre ces deux éthiques qui en fait demandaient à l'homme politique ou bien aux politiques. Bon, maintenant je vais passer à Frantz Fanon. Que j'aimerais introduire à travers en fait un angle que je pense aussi très très peu commun, en tout cas qui manque en fait à la littérature existante quand on l'analyse, et que je dirais un angle marocain. Donc à travers la lecture d'un livre, bon, bien sûr Fanon, quand on parle de Fanon, c'est la réappropriation dans plusieurs contextes, que ce soit en Occident, à travers des partis comme les indigènes de la République, ou bien des partis de mouvements sociaux antiracistes en général. En Afrique du Nord, ce sera plutôt en fait à l'intérieur d'un cadrage très, en tout cas à l'intérieur d'États, dans un cadre très étatique comme le cas en Algérie. Mais je pense qu'il y a une histoire fanonienne avec le Maroc que de toute façon je découvre et qui m'intrigue. Donc à travers la lecture d'un livre très influencé par Weber lui-même et qui marque au moins 2 générations postcoloniales dans l'ensemble du monde arabe, à savoir l'idéologie arabe contemporaine de Abdallah al-Aroui. Je pense que c'est un livre en réponse à Fanon. Donc dans un article que j'ai co-rédigé dernièrement avec Khalil Dahbid, qui est docteur à l'université de Tokyo et spécialiste des gauches arabes, donc il est paru à la George Washington University, nous sommes partis en fait de cette hypothèse que l'idéologie arabe contemporaine de 1967 est une réponse aux damnés de la terre de Frantz Fanon de 1961. Bon, les deux sont sortis chez Maspero, comme vous le savez, et Fanon plus tard, c'est les continuateurs de Maspero, c'est la découverte. Donc l'idéologie arabe contemporaine serait pensée d'abord comme une réponse à Fanon et à la pensée décoloniale que Fanon a en partage avec Mehdi Ben Barka et tant d'autres leaders de la libération nationale. Il aurait tracé une nouvelle direction que la gauche arabe devrait parcourir pour établir sa ligne politique et sa conflictualité. Donc l'ouvrage annonce une rupture entre deux lignes. Donc l'ouvrage de Abdallah al-Aroui, l'idéologie arabe contemporaine. Fanon, dans cet ouvrage, serait le concepteur d'une révolution avortée, car incapable d'outrepasser les écueils des structurations culturelles et nationales de chaque pays. En gros, c'est al-Aroui dit que Fanon en fait, ne prend pas en compte les spécificités historiques et culturelles
des nations sur lesquelles en fait, il peut projeter un désir d'émancipation collective ou bien une histoire commune. Quand il parle de la tricontinentale ou bien quand il parle du soulèvement des damnés de la terre, tous colonisés et ayant une histoire commune. Pour Abdallah al-Arwi, comme historien, il montre que non, l'histoire n'est absolument pas commune. L'Algérie, c'est l'Algérie. Le Maroc, c'est le Maroc. Ça appartient à une histoire coloniale tout à fait différente. Donc l'Algérie, c'est l'Algérie française, c'est une annexion au ministère de l'Intérieur. Le Maroc, c'est un protectorat annexé au ministère des Affaires étrangères. C'est l'une des réponses, de toute façon, qu'on peut retrouver au sein de l'idéologie arabe contemporaine. Et donc Fanon serait incapable d'outrepasser les écueils des structurations culturelles et nationales de chaque pays. La révolution de Fanon est héritière d'une pensée centrée sur la critique de l'impérialisme. Al-Arwi le souligne, l'impérialisme de Fanon est articulé de manière abstraite, universaliste, centré sur l'inégalité, et non pas, comme chez Lénine, situé dans une historicité et un stade de développement du capitalisme européen. Donc, Al-Arwi, bien sûr, grand lecteur de Lénine et du marxisme en général, lit les travaux de Lénine et montre en fait cette adaptation et comment en fait la révolution de 1917 est une révolution proprement léniniste et qui est absolument en rupture avec des singularités marxistes comme la question des prolétaires du monde. Unissez-vous, non, c'était le parti et le parti bolchevique. Bon, ça c'est une des pistes de cette réponse formulée par Al-Arwi. Très introduit à la pensée marxiste, il dit « L'impérialisme retrouve sa tonalité romaine, possession intemporelle du monde connu. Aucune chose n'échappe à son désir, aucune place à son ombre, abstrait. Il résume toute la forme des inégalités. » Donc en note de bas de page, Al-Arwi commente « C'est cette notion qui est au centre de la pensée de Frantz Fanon, non la définition concrète de Lénine, par exemple. » Donc l'impérialisme serait analysé par Fanon comme déformation des corps décolonisés, ne prenant pas en compte la réaction des structurations de la conscience. Donc en effet, pour Al-Arwi, contrairement au corps de l'esclave appelé à s'insurger contre le colon, dans toutes ses manifestations, la conscience, quant à elle, a d'autres agencements collectifs qui emmènent en fait le colonisé souvent vers des chemins plus complexes et réactionnaires. Donc, contrairement au positivisme, si vous voulez, ou bien à l'esprit positif aussi de Fanon. Donc la réaction dans le sens où la conscience nationale est aussi le produit d'une histoire coloniale qui lui indique son champ d'action et ses propriétés. Donc c'est là où Al-Arwi peut décrire l'œuvre essentiellement lue par les gauches arabes de Fanon, les damnés de la terre. Voilà, ça c'est les considérations sur l'impérialisme, mais c'est surtout le livre de Frantz Fanon. Donc ça c'est une citation dans l'idéologie arabe contemporaine, et moi je suis assez étonné parce que ici au Maroc en tout cas, vous avez énormément de travaux sur Abdallah al-Arwi, l'œuvre de Abdallah al-Arwi, qui se centrent tous, à mon sens, à reproduire le même discours et le même débat sur la question de la modernité. Bon, pas le même, mais en tout cas, la problématique qui est au cœur de ces travaux, c'est la question de la modernité, et je pense que la question de la décolonialité et la réponse intégrée à l'intérieur de l'œuvre, la lecture de Frantz Fanon, elle est complètement absentée. C'est là où Al-Arwi peut donc écrire le livre de Frantz Fanon qui visait à être la Bible de toute l'humanité sous-développée, reste malgré tout prisonnier d'une expérience unique. C'est l'expérience algérienne en effet et l'expérience de l'Afrique subsaharienne. Certains occidentaux lui donnent à tort une valeur générale qu'il ne saurait avoir. Sa problématique est spéciale. Bien qu'elle semble aller au fond de toutes les situations de domination, elle ne permet en aucune façon de comprendre les problèmes culturels arabes. Donc voilà, en fait, il y a un champ spécifique pour Al-Arwi qui est l'idéologie arabe contemporaine et qui trouve en fait sa résonance non seulement dans la colonisation, mais au-delà de ça dans d'autres questions donc, que je ne vais pas spécifier ici. Donc le lecteur européen familiarisé surtout avec l'analyse économique et qui a tendance à mettre sur le même plan tous les pays du tiers-monde devra oublier beaucoup de ses préjugés s'il veut saisir toute l'acuité de certains problèmes qui à première vue lui sembleront d'une subtilité théologique.
Donc plus encore, l'Aroui reproche à Fanon et ses lecteurs marocains, donc 63 déjà on a une œuvre importante sur Frantz Fanon qui a été rédigée par Mohamed Barrada, Mouloud Ma'amri et Mohamed Znaiber. Frantz Fanon ou Ma'arakat Shu'oub al-Mutakhallifa, c'était 63. Donc à cette génération marquée par la pensée fanonienne, Abdallah al-Aroui reproche une position politique anti-État-nation, qui est une caractéristique historique des sociétés observées par Abdallah al-Aroui. Donc c'est la raison pour laquelle il place Fanon, comme Ben Barka d'ailleurs, dans sa typologie du technophile. Donc, vous savez, en fait, cette typologie de Abdallah al-Aroui, le clerc, l'homme politique et le technophile. Et pour lui, en fait, le technophile, c'est celui qui ne se soucie pas des caractéristiques proprement culturelles et qui, en fait, se rattache à plutôt une question d'ordre général, comme ici la question de la colonisation. Donc, les conséquences de cette analyse et donc de cette accusation aussi sont majeures dans le monde arabe. Elle annonce une rupture au moment des indépendances entre le temps de la lutte anticoloniale et le début des reconstructions nationales. L'Aroui sauve le marxisme arabe, mais rejette l'option décoloniale. Donc dans les espaces des intellectuels de la gauche arabe, elle donne la voix à un socialisme étatique qui pendant des décennies n'hérite que de la superficialité de l'anti-impérialisme fanonien. Une image d'une distanciation de l'Occident au nom de la souveraineté nationaliste, qui sera pire, adopté dans des segments de la pensée baptiste, par exemple. Par exemple, ce n'est pas une surprise que certains des travaux de Frantz Fanon sont traduits en arabe par des intellectuels des régimes panarabes, autoritaires, et parfois adoptés dans des systèmes d'éducation nationale comme en Syrie. Donc il y a, à mon sens, cette nécessité d'une nouvelle réhabilitation, d'une réhabilitation originelle de l'œuvre de Fanon, en resituant avec la distance nécessaire aujourd'hui le dialogue intellectuel établi par l'Aroui, au-delà de la compétition, de la concurrence, l'idéologie arabe contemporaine, à mon sens conçue comme un essai, également comme... je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre aussi de la concurrence. Donc ça, c'est la première en fait, hypothèse sur la déperdition ou bien sur la discontinuité, l'abandon en réalité de la critique nord-sud ou bien de la critique qui n'attache pas de l'importance à ce qu'on peut appeler facilement, ce que d'ailleurs déjà Fanon en 1960 appelle le nouveau colonialisme. Donc ce n'est pas chez l'Aroui qu'on va retrouver en réalité l'impact de Fanon. Parce que ma deuxième hypothèse, c'est que la pensée de Fanon a commencé quand même à irriguer de manière bien sûr souterraine des mouvements sociaux. Donc Adam, tu as parlé des mouvements marxistes-léninistes, mais en effet, aussi l'USFP, l'UNFP étaient fortement impactés par cette pensée. Et ce n'est pas chez Abdallah al-Aroui qu'on va retrouver l'impact de Fanon, quand bien même peut-on indiquer une tendance concurrentielle, donc tout simplement une reconnaissance de l'apport de Fanon souligné par l'Aroui lui-même à la fin de l'idéologie arabe contemporaine, où il indique en fait quand même, il rétablit le fait que le folklore est central dans la pensée fanonienne et que c'est quelque chose à laquelle il faudrait prêter attention dans le monde arabe. Bon, je passe sur... Donc voilà, en fait, je pense que la suspension reste assez partielle et c'est principalement chez des penseurs de l'UNFP et ensuite l'USFP que le lien avec la pensée de Fanon et son action se réalise, mais de manière complexe. Donc l'hypothèse du travail souterrain présuppose une discontinuité dans la réception de Fanon, ou encore une circulation de sa pensée suivant un autre langage et une terminologie ne reproduisant pas nécessairement ces concepts. Plus encore, elle suppose au sein de la gauche issue de la lutte pour l'indépendance une suspension de la critique de la société européenne et de l'activité coloniale, donc le nouveau colonialisme dont nous parle Frantz Fanon, en faveur d'un nouveau centrage de la lutte. Le centrage, c'est, en tout cas au Maroc à partir de 1975, est porté
principalement sur le virage national, notamment avec, en tout cas en ce qui concerne l'USFP, avec la fin de l'option révolutionnaire, donc l'option qui prônait la tricontinentale, qui prônait en fait toute la question du Sud-Sud, mais au profit de la formation du nouvel État et de la contribution à une démocratie tournée vers la question nationale. Bon, ça, sans parler de la rupture massive entre deux régimes. Donc, c'est sous la plume de Mohamed Abd el-Jabri et de Omar Ben Jelloun que se revendiquera lors du congrès constitutif de l'USFP une rupture avec l'option révolutionnaire et une introduction donc de cette question de l'organisation nationale et un abandon de la question des relations internationales. Mais cet abandon, comme je dis, reste en fait très partiel. Cette distanciation plonge le principal mouvement d'opposition marocaine et avec lui les intellectuels dans une quête d'un nouveau discours centré sur une critique tournée vers l'intérieur. Mais cette suspension de la séquence précédente se renforce de plus en plus par l'établissement d'un nouvel ordre frontalier, d'un nouveau rapport de l'Europe à ses anciennes colonies. La reconnaissance des nouvelles souverainetés porte un coup dur au mouvement de la solidarité internationale. Donc de même, l'accès aux indépendances traîne de nombreux mouvements dans une nouvelle logique de l'exercice du pouvoir, de la réaction, etc. Donc, pour relativiser donc cette suspension, il y a en fait 3 points. Le premier, c'est que nous avons déjà en fait une traduction des travaux de Fanon qui vont irriguer la nouvelle séquence après 75. Donc le livre de Mohamed Barrada, coécrit avec un historien marocain de l'USFP, Mohamed Znebar, et le linguiste algérien Mouloud Ma'amri, résume en fait les aspects de la lutte culturelle introduite par Fanon. Il vient ouvrir une nouvelle perspective qui revitalisera la réception marxiste, la réception du marxisme au Maroc, en lui intégrant une ligne déconstructiviste, postcoloniale, et en lui dotant d'une capacité renouvelée à se saisir de questions fanoniennes, comme la question de, bien sûr, centre-périphérie, mais surtout la question des rapports, un rapport critique à la question raciale. Deuxième point, c'est que l'héritage de Fanon n'est pas abandonné, mais il est recyclé. Il permet de sortir des sentiers battus de l'économisme et continue le mouvement de mise en garde contre la tentation nationaliste. Peut-on dire qu'il est en fait repris comme une méthode de production du politique. Ici, en fait, je cite, parce que j'ai mené en fait quelques entretiens avec des cadres de l'USFP. Ici, c'est Mohamed Ash'ari, c'était, je pense, en août dernier. Lors de cet entretien, je posais justement la question sur la réception de Fanon. Est-ce que Fanon existait ou non à l'intérieur des cadres du parti? En effet, cette question existait, mais de manière à irriguer en fait la pensée dans la différentes productions scientifiques et différentes productions culturelles au sein du parti. Donc ici, nous savions que seule la démocratie permettrait de remettre sur table cette remise en cause. Donc oui, nos intellectuels lisaient, traduisaient Fanon, mais tout en étant d'accord sur ces constats, on a emprunté une tactique tout autre. Donc la tactique, c'est l'opposition à l'Occident passe d'abord par la démocratisation, si vous voulez, en fait, en gros. Et donc, un troisième point de cette continuité, de toute façon, de la pensée fanonienne, c'est dans le travail de Mohamed Abd el-Jabri, qui ne fait pourtant pas référence directe à ce que je sache à Frantz Fanon, que le projet de ce dernier connaît une translation, je pense, aussi accomplie, non seulement au Maroc, mais dans le monde arabe, vu l'aura et la diffusion du projet intellectuel de Mohamed Abd el-Jabri dans le monde arabe. En effet, la question culturelle et le fondement gramscien de l'hégémonie de la question culturelle, elle est indéniable chez les deux auteurs, Fanon et Mohamed Abd el-Jabri. Nous le savons, Mehdi Ben Barka, ayant recruté Mohamed Abd el-Jabri lors des années 50, plus précisément en 1957, permet cette interconnaissance entre deux projets. Ben Barka Fanon, Ben Barka Abd el-Jabri. Donc les deux sont gagnés à la tricontinentale, à la lutte interne et externe du Maroc, et je pense que c'est le point
divergence majeure entre l'Aroui et le Jabri, c'est la question coloniale. Le Jabri qui prend en compte de manière définitive, au centre de son projet intellectuel, la question de la domination coloniale et du vis-à-vis. On se rappelle par exemple ses réponses à Huntington, à Fukuyama par rapport à la question de l'hégémonie occidentale qui passerait par une guerre de civilisation. Ce n'est pas une guerre de civilisation, nous disait Abd el-Jabri, c'est l'absence d'une volonté en fait, à aider l'autre en fait, dans ce qu'il entretient comme cheminement vers une amitié, vers une capacité de s'en sortir après une colonisation destructrice. Donc Abd el-Jabri revient sur la société civile naissante au Caire par exemple ou ailleurs et comment en fait elle a été traitée par la colonisation et l'installation d'un siècle de catastrophes intellectuelles et organisationnelles et politiques dans ces sociétés. Donc cette liaison par la coexistence dans un champ commun, donc Fanon, Jabri sont dans un champ commun de la pensée. Cette liaison par la coexistence dans un champ commun est reproduite dans le long projet de Jabri marquant l'histoire de la gauche marocaine et des différents mouvements, y compris islamiques. Jabri répond à la quête fanonienne de l'homme nouveau, d'un tiers-monde ne singeant pas l'Europe, par une plongée généalogique dans la tradition et dans la raison arabo-musulmane, dans une perspective de rétablissement d'un nouveau bloc historique face à cette même Europe décrite et étudiée massivement par l'œuvre de Frantz Fanon. Bon, avant-dernier point, c'est Fanon et le rapprochement avec Weber. Donc, contrairement à cette idée que l'on peut tirer de manière très générale des travaux consacrés à Fanon, en Occident principalement, et qui nous disent que la théorie déconstructiviste de Fanon, si elle sert à quelque chose, elle sert à la dénonciation du racisme et des rapports à la race, et donc une capacité critique qui n'annonce pas l'avenir national. Il est important donc dans le Sud de pointer justement les apports de Fanon à ce niveau. Plus que Weber, Fanon était clairement un homme d'action politique. Mais comme Weber, Fanon a choisi d'appartenir à une nation fragmentée. C'était l'Allemagne dans le cas de Weber. Ce sont les peuples décolonisés dans le cas de Fanon. Inaccomplis, en devenir, séparés jour après jour de la possibilité d'unification, donc l'Afrique, les damnés de la terre, les peuples colonisés. Fanon est, contrairement à Weber, anti-historiciste, dans le sens où, comme le pointe à la fois Ali Shariati, mais aussi Abdallah al-Aroui, il rompt avec la pesanteur des structures symboliques pour pouvoir rêver. Donc la question du rêve est centrale dans le travail de Fanon, pour un psychiatre, pour rêver d'un homme nouveau. Donc, je cite Ali Shariati parlant de Fanon, un homme qui est son propre fondement et chez qui la densité de l'histoire ne détermine aucun de ses actes et qui s'introduit dans le cycle de sa liberté. Donc c'est la question de l'homme nouveau chez Fanon. Et ici, bien sûr, ce qui revient souvent en fait à l'analyse, en tout cas en Occident, c'est la conclusion des damnés de la terre, décidant de ne pas imiter, singer l'Europe, bondant nos muscles et nos cerveaux dans une direction nouvelle, tâchant d'inventer l'homme total que l'Europe a été incapable de faire triompher. Il s'agit pour le tiers-monde de recommencer une histoire de l'homme qui tienne compte à la fois des thèses quelquefois prodigieuses soutenues par l'Europe, mais aussi des crimes de l'Europe, dont le plus odieux aura été, au sein de l'homme, l'écartèlement pathologique de ses fonctions et l'émiettement de son unité. Donc c'est la question de l'homme total par opposition à l'homme unidimensionnel. Dans le cadre d'une collectivité, la brisure, la stratification, les tensions sanglantes alimentées par les classes, enfin à l'échelle immense de l'humanité, les haines raciales, l'esclavage, l'exploitation et surtout le génocide excongu que constitue la mise à l'écart d'1,5 milliard d'hommes. La mise à l'écart d'1,5 milliard d'hommes, si on pense à la question de la frontière, je pense que la question de la nouvelle colonisation dont on parlait, Fanon, est tout à fait centrale, dans les temps qui courent en tout cas. Donc je continue avec Fanon. Donc, camarades, ne payons pas de tribut à l'Europe en créant des États, des institutions et des sociétés qui s'en inspirent.
L'humanité attend autre chose de nous que cette imitation caricaturale et dans l'ensemble obscène. Davantage, si nous voulons répondre à l'attente des Européens, il ne faut pas leur renvoyer une image, même idéale, de leur société et de leurs pensées pour lesquelles ils éprouvent épisodiquement une immense nausée. Pour l'Europe, pour nous-mêmes, pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf. Bon, bien sûr, ce texte est très très commenté en fait de Fanon, d'ailleurs par Jean-Paul Sartre qui écrit la préface des damnés de la terre, et depuis en fait il est très repris, mais comme une poésie. Mais je pense qu'il y a d'autres textes qui peuvent en fait complètement être au centre de l'analyse partant de Weber, qui sont aussi intéressants pour indiquer les chemins à prendre, et je pense principalement à ce texte de Fanon dans les damnés de la terre, c'est le chapitre 3. Je ne sais pas si j'ai mis des... Non, j'ai pas mis de... C'est le chapitre 3 des damnés de la terre, où il expose en fait une critique et en même temps il annonce les pistes d'un gouvernement fondé, à mon sens, sur la question de la responsabilité. Donc, comme Weber, Fanon est aussi un homme de science, donc de diagnostic, d'enquête. Certes, cette enquête emprunte le schéma psychanalytique et psychiatrique en Algérie française et auprès des diasporas africaines sur la condition coloniale, sur la question des races, ce qu'elle produit comme déformation, donc comme mutilation, comme fragmentation de la vie interne, etc. La nature de la résistance, la légitimité de l'autodéfense sont en effet des théories centrales de la pensée de Fanon. Mais le texte de Fanon offre aussi autre piste de réflexion qui nous aidera à établir le lien avec Weber. Notamment donc ce chapitre 3 des damnés de la terre qui s'intitule « Mes aventures de la conscience nationale » que je lis comme une étude du devenir national postcolonial et un appel pour une nouvelle organisation qui prend en compte la menace coloniale, l'exploitation néocoloniale, la nécessité de la mise à niveau, à hauteur de la métropole, tout en tenant compte de la crise morale, éthique des élites coloniales. Donc, par reproduire l'Europe, il ne s'agit pas de reproduire l'Europe, en effet. Ne pas reproduire l'Europe passe chez Fanon par la méthode européenne en réalité, de l'organisation. Sauf que cette organisation, et c'est là l'invention de la pensée décoloniale, n'est pas ancrée dans la nation. Donc c'est ce que reproche Laroui. Elle hérite de l'idée marxiste internationaliste, mais elle trouve aussi dans la condition du colonisé un primat, un ADN, une expérience collective commune, pouvant être le moteur de cette nouvelle volonté des sociétés du Sud. Donc la question de l'État, certes, est en déperdition dans la pensée de Fanon comparée à la classe, par exemple. L'État n'est plus central, par contre, c'est la question de la bourgeoisie nationale, dans le pays, donc Fanon utilise le terme pays, qui intéresse Fanon. Elle est dotée d'une mission historique, postcoloniale, qui est la production, donc je cite Fanon, la production, l'invention, la construction, le travail. Ce sont des termes fanoniens que l'on n'écoute absolument pas quand on a en fait le rétablissement de cette pensée en Occident, en tout cas quand on parle de Fanon. Fanon s'émeut contre la psychologie cupide de la bourgeoisie postcoloniale, une psychologie d'homme d'affaires, dit-il, non de capitaine d'industrie. En réalité, Fanon, comme Laroui, appelle à l'industrialisation. Laroui, dans l'idéologie arabe contemporaine, son rêve, c'est d'établir des unités d'industrialisation et d'arrêter tout débat sur l'idéologie. Mais je pense que cette idée de l'industrie, elle est aussi centrale dans l'œuvre de Fanon. Il appelle au développement dans un pays sous-développé à une bourgeoisie nationale authentique, dit-il, doit se faire un devoir impérieux de trahir la vocation à laquelle elle était destinée, c'est-à-dire sous la colonisation. La bourgeoisie nationale, nous dit Fanon, doit mettre à disposition des gens le capital intellectuel et technique qu'elle a arraché lors de son passage dans les universités coloniales. Il appelle à réorienter l'économie nationale, qui doit cesser d'être toujours de récolte d'arachides, de récolte de cacao, de récolte d'olives. Il s'indigne
et il dit « Aucune modification n'est apportée dans la traite des produits de base. Aucune industrie n'est installée dans le pays. » Pardon, c'était 1960. On continue, dit-il, on continue à expédier les matières premières, on continue à se faire les petits agriculteurs de l'Europe, les spécialistes de produits bruts. Donc la bourgeoisie nationale organise, dit-il, des centres de repos, de délassement, des cures de plaisir à l'intention de la bourgeoisie occidentale. Cette activité prendra le nom de tourisme et sera assimilée pour la circonstance à une industrie nationale. Donc, il s'émeut contre ça, il s'indigne, bon, etc. Bon, en tout cas, c'est pour dire qu'il y a tout un programme que je vais abandonner maintenant sur cette question de l'organisation, de l'industrie, de la responsabilité vis-à-vis des populations, vis-à-vis de la nation, vis-à-vis des problèmes nationaux, en tout cas, et qui sont au cœur de cette pensée fanonienne complètement oubliée, puisqu'elle est reprise par les diasporas en Occident, qui ne se posent pas ce type de questions, dans des États déjà dotés de capacités d'annexion immenses et d'industrie. Pour conclure, non, bien sûr, pour conclure, je préfère ouvrir le débat, mais très rapidement, deux petites choses sur ce que je viens de raconter. Pourquoi cette question de la responsabilité politique est-elle d'une urgence dans les pays du Sud aujourd'hui, quand il s'agit de malheurs intrinsèquement liés au Nord et à l'attitude criminelle du Nord en matière de la mort, en matière de disparition dans des zones frontalières, en matière de gestion de l'immigration en général, mais aussi en matière d'interventionnisme, etc. 3 éléments de réponse comme hypothèse de recherche en tout cas. Bon, à partir des terrains que j'essaie de conduire ici, en Tunisie également et en Europe. La première, c'est que l'immigration est devenue une affaire d'État. Et cet étatisme n'est pas naturel dans le sens où il est construit dans le temps et trouve en fait un point d'accélération, d'homogénéisation à l'échelle des anciennes métropoles coloniales en 1995 avec Schengen. C'est cette étatisation de l'immigration qui inspire et qui doit inspirer en tout cas une réponse administrative, une réponse de politique publique, se doter de politique publique, comme une urgence décoloniale en matière d'immigration. Dès lors, il est important dans le Sud d'établir un savoir précis, un savoir organique, au sens de Gramsci, sur une situation produisant des phénomènes sociaux massifs à une échelle sociale très étendue. La mort, la disparition, la souffrance des familles. Depuis maintenant 3 décennies, un désir d'Occident qui traverse l'ensemble des populations et bien entendu la bourgeoisie en premier lieu. Extraction et sélection, sanction par le visa, cette invention vue de Mars, elle est extraordinaire. Sanctionné par le visa, c'est inimaginable depuis le Sud. Mais on le sait que dans le Nord, on peut imposer une sanction qui s'appelle visa. On a eu l'expérience au Maroc en tout cas. Donc dans le Sud, ce qui manque face à un tel constat, c'est la responsabilité de l'État devant ses propres citoyens et devant ses engagements vis-à-vis des puissances pour rétablir une justice internationale basée sur la négociation à partir de ce prisme. Donc c'est la négociation à partir du moment où il y a une connaissance précise de ce que fait le phénomène, donc ici l'immigration, à la société. Une négociation juste, et non pas utopique, que les familles savent formuler. En tout cas, les familles avec qui je travaille, qui cherchent leurs enfants, savent en fait formuler des revendications terre à terre, qui doivent trouver des réponses à l'intérieur des administrations et à l'intérieur des politiques publiques de l'immigration qui nous manquent de manière grave. Donc l'identification, l'établissement des listes, trouver des solutions concrètes aux problèmes, donc le deuil, la vérité, la justice, la réparation, la reconnaissance. Donc il s'agit aussi de mesurer la déperdition, ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, à l'aune de l'interdiction de voyage et à l'aune de la frontiérisation. Cette négociation juste, qui tient les 2 responsabilités face aux gens et face aux institutions, les institutions de l'Europe, est une affaire de formation, d'université. Donc ça c'est mon 2e et avant-dernier point. On le sait, et moi j'en fais cette expérience, les chercheurs étrangers ne laissant pas de recommandations
tant les programmes sont soutenus par des financements et des objectifs portant sur la crise migratoire, mais du point de l'Europe. Bien sûr, je rencontre dans ce milieu du travail sur l'immigration énormément de chercheurs européens en fait, qui laissent aucune trace d'une recommandation pour s'en sortir ici, alors que ces recommandations sont formulées pour les institutions européennes qui ont leur propre programmation de la question migratoire. Donc, Meloni, qui s'est déplacée plus de 4 fois en 3 ou 4 mois dernièrement en Tunisie avec le dossier de l'immigration en main, en fait, on ne sait pas quoi lui répondre. Tout simplement un déficit majeur au niveau de la capacité à formuler une puissance discursive ou bien une capacité à présenter en fait une politique alternative. Et moi, je pense que ici, la question de l'université est centrale dans la formation de ce contre-discours à la question proposée par l'Europe, c'est-à-dire plus de visas, plus de centres de rétention, plus de hotspots, plus de police à la frontière, plus de morts, etc. Par ailleurs, c'est une affaire aussi d'administration territoriale, c'est-à-dire des politiques publiques, de l'immigration, qui manquent cruellement dans les pays du Sud en général. Donc la responsabilité aussi, le dernier point, c'était sur la question de la responsabilité de la société civile, de reconsidérer la frontière à partir d'une notion weberienne de la domination, c'est-à-dire en fait, les frontières c'est comme affaire de domination, mais aussi de Fanon, comme étant en fait un principe de nouvelle colonisation qui ne dit absolument pas son nom. Bon voilà, je m'arrête ici et merci beaucoup et désolé si c'était chronophage. Je ne vais pas poser plus de questions si jamais quelqu'un dans la salle veut rebondir sur les quelques 1h20 du développement de Monticello. Non, juste un tout petit point, vraiment un point sur la forme. Tu as parlé plusieurs fois de Weber comme l'un des fondateurs de la sociologie, auquel je rajouterais moderne, et auquel je rajouterais qu'en fait, il y a une filiation qu'on ne doit pas oublier ici. Le véritable père de la sociologie, ça reste quand même Ibn Khaldoun. Et je pense que pour les jeunes qui sont là, c'est important. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter, pour ceux que ça intéresse, à la noosphère qui aura lieu le lundi, mardi et mercredi. Et enfin, sans tout dévoiler, il y a Raphaël Liogier qui a écrit un livre qui s'appelle Chaos, qui parle de la modernité, et dans lequel il cite la figure de Robinson Crusoe, dont il fait une filiation qui commence au XVIIe siècle avec Defoe, en omettant la filiation originelle qui est celle de Ibn Tufayl, et qui a été attestée et dont on parlera certainement lundi. Et la deuxième remarque ou question, je ne sais pas, en fait, quand tu as parlé de révolution avortée, et en fait, avec le recul, Debré a écrit un livre qui s'appelle Bilan d'une faillite. Fanon, et on le voit encore à l'écran, toutes ces idées qui ont été portées depuis les décolonisations, à la fois par nos ancêtres, mais aussi par des penseurs européens, ont échoué. Et est-ce qu'aujourd'hui, en fait, j'espère qu'il existe une possibilité de réinventer un homme nouveau, et la question de la frontière est centrale pour moi, la question de la migration est centrale également, parce qu'en fait, je pense qu'en parlant de la frontière et de la migration, on tombe dans le piège que Fanon voulait qu'on évite, c'est-à-dire en fait, les règles sont, on joue un jeu dont les règles sont édictées par l'Europe. On n'essaie pas d'inventer nos propres règles, parce qu'il y a une alternative, même utopique. Bien sûr, je n'ai absolument pas en fait de réponse à cette question très essentielle et très problématique, parce que tout simplement, en effet, en fait, s'il y a en fait si on peut parler en termes je pense, de centre de commandement de la catastrophe, en effet, en fait, pour moi, la responsabilité est complètement dans le nord. C'est-à-dire,
justement, l'hypothèse de mon travail à travers quelques enquêtes, c'est vraiment de voir comment en fait le phénomène social de l'immigration et surtout ce qu'on appelle l'immigration clandestine, mais avant tout le phénomène social qui est celui de la mort, avant même de se poser la question pourquoi les gens partent, est-ce que c'est un modèle de développement ou bien l'échec d'un modèle de développement, corruption, pas corruption. J'ai entendu des choses complètement cinglantes dernièrement sur ce qui s'est passé par exemple à Ceuta, où des gens parlaient en fait de l'éducation des enfants, les mères qui mal éduquent, mal élèvent leurs enfants. En fait, pour moi, la question en fait sociologiquement parlant, elle est européenne, dans le sens où vous le savez mieux que moi en fait chez Durkheim, un autre père fondateur après Ibn Khaldoun, bien sûr, je suis tout à fait d'accord, indique en fait sur le phénomène, d'abord il faut prendre par sa racine, prendre par sa définition. Je pense que la mort en Méditerranée, ça a une date. Et cette date n'est liée ni à la corruption, ni à la sécheresse, ni au chômage, ni aux dictateurs en Afrique, ni à la guerre civile. Ça date de 1995. Et ça date de Schengen. Et pour moi, ça, c'est sociologiquement parlant. Si on veut parler de la mort, la disparition doit en fait être traitée par rapport à la question des frontières. Donc on évite tout le débat de manière voulue, intentionnelle. Tout ce qui est produit en termes de discours, c'est le discours du Nord. Corruption, envahissement, remplacement. Et on évite de manière complètement naïve des questionnements sur avant 95 par exemple. Avant 95, à ma connaissance, c'était les 30 glorieuses, c'était la sécheresse au Maroc, les 30 glorieuses en Europe. Il n'y avait pas tant d'envahissement massif. Je pense qu'une des tragédies de l'immigration, de manière tout à fait intentionnelle, programmée par des politiques publiques dans le Nord, c'est par exemple la réunification familiale. C'est ça en fait, sous Mitterrand. C'est le regroupement familial et réunification. C'est une catastrophe, dans le sens où les frontières étaient ouvertes. Les gens ne ramenaient pas leur famille pour le travail. Les gens Moi, je pars de l'idée complètement inverse que l'ouverture des frontières, c'est une catastrophe dans le sens pour l'Europe qui sera privée des migrants. En fait, on met en place des frontières justement pour maintenir une immigration. Et moi, je suis assez convaincu dans le travail que je mène, parce que la question, sociologiquement parlant, c'est la comparaison. Et s'il faut comparer, comparons à partir de 1995, par exemple, où il y a eu fermeture de frontières. Avant la fermeture de frontières, alors même que la guerre au Sierra Leone, en fait, il fallait aller chercher en fait, les travailleurs pour les ramener en Europe. Je pense qu'il y a un refus de cette possibilité aussi de faire des allers-retours, et ça pèse énormément sur les élites des pays du Sud, dans le sens où les gens en fait, doivent partir dans le sens de... il existe une immigration sélectionnée, Sarkozy parle d'immigration choisie, 2005, et ce qui est mis en place, c'est effectivement cette sélection, et la sélection pèse psychologiquement sur les élites des pays du Sud, dans le sens où en fait, c'est un momentum, c'est visa talent. Tant que tu es talent, tu dois partir. Si tu n'es plus talent, on sait que le talent, ça se construit et ça peut... Diplômé, étudiant, etc. Alors que, en fait, même dans des temps de guerre, je pense que des gens peuvent rester, initier des dynamiques, proposer des alternatives. Je pense que la fermeture des frontières prive les sociétés aussi de ce qu'on appelle les cerveaux, mais de manière assez organisée, dans le sens où les gens ne restent pas pour des aventures, parce qu'en fait, ça coûte une aventure. Et en fait, le temps est court de la sélection et il faut s'y introduire rapidement. Donc, je pense que les effets de cette frontiérisation sont massifs, dans le sens aussi où il n'y a pas en fait de transfert réel en termes d'industrie, en termes de et en fait, c'est vraiment priver aussi les sociétés de leurs élites. Je pense qu'il y a tout un programme de recherche sur cette question, et non seulement les questions qui sont évidentes de la mort, des populations qui souffrent et des responsabilités.
Et pour moi, la première responsabilité dans la mort, ce n'est absolument pas des régimes ou des choses de ce type dans le Sud, c'est la question de l'Europe. Voilà, c'est juste des éléments. Bonjour tout d'abord et merci pour cette présentation totalement passionnante. En fait, j'ai quelques petites questions à vous poser, mais premièrement, à juger de votre présentation et votre interprétation ainsi que vos propos, je peux en conclure que vous êtes totalement contre l'immigration et l'immigration, ou ce qu'on appelle aussi en arabe hijrat al-admira, si je ne me trompe. Hijrat al-admira. Donc, je juge que vous êtes totalement contre. Alors, comment répondre à cette question piège? En fait, ce que j'essaie un petit peu de développer dans les travaux que je n'ai absolument pas présentés aujourd'hui, c'est de voir en fait l'effet de la frontière, et d'ailleurs comment elle s'organise cette frontière pour exister, et comment elle est programmée dans les politiques publiques dans le Nord. Donc ce n'est pas l'idée de dire est-ce que je suis avec ou contre l'immigration, mais bien sûr en fait le principe c'est être pour l'ouverture des frontières, c'est la liberté de circulation, c'est le droit de circulation, c'est un droit sacré. Psychologiquement, des psychologues parlent d'une pulsion viatorique, dans le sens où en fait les gens, y a la pulsion de voyager, c'est quelque chose en fait de par quel droit fermons des frontières et de cette manière décisive, militarisée, criminelle, qui produit de la mort en plus. Donc c'est pas la question d'être pour ou contre, mais de constater en fait les dégâts à l'intérieur des sociétés qui subissent en fait cette pesanteur des frontières. Et dans le segment le plus positif, je dirais que en fait, le fait qu'il y ait des frontières, ça a mis en place un désir exponentiel d'Occident, c'est-à-dire un rêve permanent. Donc il y a beaucoup de travaux autour de la question, mais à partir principalement d'un fondateur de la sociologie de l'immigration qui est Abdelmalek Sayed, qui a beaucoup travaillé en compagnie de Pierre Bourdieu et qui nous parle en fait du mensonge migratoire, de toutes les logiques en fait qui font que les gens puissent partir, mais en fait, nous ne sommes plus dans le stade de Abdelmalek Sayed où il y a des gens qui vont partir et qui vont revenir, ou bien en fait qui vont partir sans risquer leur vie. Nous sommes dans des situations beaucoup plus dramatiques et catastrophiques où en fait le désir d'Occident n'est plus associé à la question juste du mensonge du petit paysan travailleur qui va revenir en fait en Mercedes ou nous sommes en fait devant une véritable annihilation avec une incapacité de pouvoir produire en fait, parce qu'en fait on est tiré par des systèmes puissants qui en fait déstabilisent par la question des papiers. C'est-à-dire si vous partez pas maintenant, ben, vous n'avez plus le droit de faire vos papiers plus tard. Ça c'est Abdelmalek Sayed par exemple observe que dans le temps de la circulation possible, en fait, les gens ne pouvaient absolument pas rêver, avoir l'idée de se naturaliser. Aujourd'hui, la naturalisation est une question centrale parce que c'est les papiers, parce qu'on est conscient. On parlait tout à l'heure de cette question, quand des Marocains, des étrangers se rencontrent, mais en fait, ce n'est plus la question de la créativité du travail, c'est d'abord discuter des papiers et des problèmes avec les papiers et de la préfecture et du visa et des parents qu'on... Donc, en fait, c'est des conséquences vraiment destructives pour la psychologie, pour les gens, pour les familles qui sont écartelées entre les deux rives. Et en même temps, je pense que ça pèse énormément sur le choix de rester ou de partir. Le fait d'avoir en tête que c'est la sélection. Donc, au lieu de rester faire son aventure, entre guillemets, et, en fait, non, il n'y a pas le temps de cela. Et je pense que ça, c'est vraiment très organisé de l'autre côté, sans parler de la responsabilité morale face à la mort qui est... En fait, je comprends totalement votre avis, mais vous ne pensez pas que si on enlève les frontières, cela pourra accentuer le fait que les personnes ayant du talent partent à l'Occident, en Europe notamment, et travaillent pour un pays qui est étranger au lieu de travailler dans leur pays qui est sien. Moi, personnellement,
j'en ai fait quelques recherches parce qu'en tant qu'étudiante, je viens d'avoir mes 18 ans, l'idée de partir à l'étranger m'a forcément traversé l'esprit. Mais je me dis que c'est possible qu'en faisant peut-être en accentuant la comparaison sud-sud et entre les pays qu'on appelle pays du Sud, et en faisant genre un truc comme le BRICS, ça pourra nous aider. Vous ne pensez pas de même? Si. Je veux dire, oui, bien sûr, la question sud-sud, elle est déjà dans la pensée des coloniales, elle est centrale, elle est majeure. Et quand Fanon parle de l'homme nouveau, direction nouvelle, c'est justement cette question d'une voie, d'une troisième voie. Ce n'est pas la colonie européenne, ce n'est pas l'Europe, mais une troisième voie. Et c'était un programme avec des écueils, comme vous le connaissez aujourd'hui, quand on vit dans le Sud. Mais sur l'hypothèse d'un départ massif, moi je suis complètement contre. Moi je suis peut-être même quelqu'un qui fait l'hypothèse d'un retour massif quand on ouvre les frontières. Il faut parler à partir d'enquêtes. Quand on est dans la science, c'est à partir d'expériences, de comparaisons. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des chercheurs qui travaillent en fait sur l'évaluation des effets des frontières sur des pays très très pauvres. Quand on ouvre les frontières, l'Albanie dernièrement, les gens mouraient en Méditerranée pour traverser en Italie. Aujourd'hui, les Albaniens en fait, d'Europe sont rentrés massivement en Albanie à partir du moment où les frontières sont ouvertes. Et pareil avec la Bulgarie intégrée en Union européenne, la Roumanie, ce sont des pays comparés au Maroc avec économiquement, voilà, en fait, avec des situations difficiles socialement et économiquement, mais on n'assiste absolument pas à une immigration massive. Et au contraire, ça crée, la Bosnie également, ça crée des effets complètement inverses. Donc il y a cette possibilité de comparaison, mais il y a aussi la possibilité de comparer avec des pays où l'Europe ouvre ses frontières à des pays pauvres, comme la Colombie par exemple, pauvre, comparé à la structuration européenne en termes de production de richesses et d'infrastructures. Mais il y a ces systèmes de 3 mois par exemple, qui sont complètement... C'est pour ça que quand je parle de la responsabilité, il ne s'agit pas de rêver. Quand on est en fait dans le cadre des politiques publiques, il s'agit d'établir une négociation responsable. C'est-à-dire, par exemple, ce n'est pas juste ouvrir les frontières, mais en fait, il y a un ensemble de choses qu'il va falloir proposer en parallèle. Moi, je pense que la question des 3 mois d'accès peut tout à fait être envisageable. Je pense que le processus a été lancé avec le Canada. Je pense qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui d'obtenir pour la possibilité de partir au Canada. Les gens ne partent pas au Canada. Si on prend des pays comme la Tunisie, qui ont sans besoin de visa pour aller au Japon, il n'y a pas des masses de Tunisiens qui vont au Japon. Je pense que l'expérience a été entre le Maroc et le Qatar, ça n'a pas produit en fait. Bon, bien sûr, l'Europe c'est une autre histoire. Et moi, en fait, s'il faudrait partir de la science, c'est-à-dire des comparaisons, ou bien de comparer des situations d'avant les accords, moi j'appartiens à l'hypothèse inverse. Donc voilà. Merci. En fait, cela sera ma dernière intervention. C'est juste que j'ai lu un truc et il est dit que 2,6 milliards de Maghrébins, que ce soit marocains, algériens ou tunisiens, partent en France. Ce nombre peut en lui-même représenter un nombre de paysans dans le pays. Donc, à mon avis, je me dis que si on ouvre les frontières, surtout comme étant des pays qui sont vraiment très attirés par la France et l'Espagne ou l'Allemagne, je me dis que ce nombre, il ne va pas seulement augmenter, mais il va s'exploser. Bonjour. Oui, je pense que autant la question du prolétariat était la question centrale, cardinale du XXe siècle, autant la question des migrations sera celle du XXIe. Ceci dit, la frontiérisation, elle y était par d'autres moyens, d'une autre manière. D'abord, les migrations saisonnières étaient structurelles. Le paysan quitte le bled
en saison morte pour aller à la ville un peu plus loin, pour pouvoir ramener de quoi acheter les produits manufacturés. Bien. Et effectivement, quand il est possible de partir, on revient. Maintenant, c'était juste un point de vue, mais je voulais vous poser une question sur le discours décolonial. On a assisté, après l'affaire Floyd en 2020, à une série de déboulonnages de statues un peu partout, aux États-Unis, en Angleterre, en France, un peu partout dans le monde. Est-ce qu'il n'y a pas là, d'une certaine manière, un certain révisionnisme, une certaine réécriture de l'histoire? Merci. Merci beaucoup, en fait. Et je suis tout à fait d'accord sur le commentaire, et je pense que Abdelmalek Sayad avait vraiment travaillé sur cette question du départ pendant la saison morte, de retour. On était là où, en fait, les relations sociales sont intenses, les mariages, et justement, en fait, c'était cette question de... Non seulement quand on partait pour revenir, mais en fait, il y avait aussi la possibilité d'établir ce qu'il appelle le petit pays dans le grand pays en France. Donc, c'est la question de la double absence, c'est-à-dire on est absent là-bas. Mais je pense que cette question de la double absence est complètement... aujourd'hui, avec la fermeture des frontières, elle est complètement... beaucoup plus puissante qu'avant, beaucoup plus puissante dans le sens où, en fait, avant, on pourrait même penser, espérer que des membres de la famille pourraient rendre visite. Aujourd'hui, c'est une question de visa, et vous savez ce que c'est, certainement le visa quand il y a des sanctions, ou bien quand il y a, en fait, des situations politiques délicates entre deux pays. Et je suis tout à fait d'accord, en fait, qu'il y avait énormément de structuration de l'immigration. Il ne s'agissait pas, en fait, de dire que l'immigration était complètement libre. Par exemple, l'Algérie française, en fait, c'est qu'à partir de 1946 qu'a été établi le droit de circulation définitif. Donc, il a duré en réalité moins de 20 ans. Il y avait toujours les putschbacks, mais il y avait la possibilité de voyager sans mourir. Ça, en fait, c'est quelque chose qui s'est complètement dissipé à partir de 1995. Donc il y avait des putschbacks, il y avait en fait des situations délicates, il y avait le droit militaire imposé au rassemblement de migrants, etc. Mais en fait, je pense que la nouveauté avec 1995, c'est vraiment une systématisation, une homogénéisation et une politique non pas publique dans le sens national, mais une politique européenne de l'immigration. Aujourd'hui, c'est en plus des nations, l'Europe est venue en fait faire de cette question d'immigration vraiment une question centrale, cruciale, au centre de ces politiques hégémoniques, ces politiques extractivistes et ces politiques qui pensent en fait l'intérêt et le rapport. Et c'est d'où en fait l'urgence de pouvoir répondre, proposer de manière responsable, encore une fois, à négocier en fait des statuts différents qui sauveront à la fois des gens de la mort et qui, en fait, en même temps, sauveront cette question de la dignité. Et pour votre question sur le décolonial, comment dire, oui, est-ce que c'est un révisionnisme aujourd'hui? En fait, je ne sais pas ce que vous vouliez dire par révisionnisme. Est-ce qu'il y a un retour contre un processus qui a été enclenché par... Oui, je le pense comme vous, mais en même temps, je pense que les gens étaient touchés en fait par cette question, parce qu'en fait, il n'y a pas que la question de permettre ou autoriser ou des mobilisations. Je pense que la question, par exemple, des émotions a joué un rôle central, les réseaux sociaux ont joué un rôle central, et aussi la question générationnelle. Nous sommes devant des générations héritière de ce qu'a été en fait 2011 dans l'ensemble du monde. Donc aux États-Unis, c'était Occupy Wall Street, en Europe, c'était les indignados, les indignés. Je pense que cette question de la dignité, la question de la mort, surtout quand elle est en fait, on touche la question du sujet, touche la question vraiment très très centrale de la modernité, c'est-à-dire le sujet sacré, l'homme avec grand H, etc. Et je pense que ça a épousé aussi un mouvement
certains disent non politisé, peu politisé, parce qu'il ne touche pas à la question de la classe, il ne touche pas à la question des rapports nord-sud, mais je pense qu'il est aussi central. La question de l'antiracisme joue aujourd'hui un rôle important, en tout cas dans la vie des jeunes en Europe, qui sont de plus en plus conscients en fait, de la sacralité de la vie et de toutes les couleurs. Donc, moi, je pense que c'est un mouvement important et salutaire. Voilà. Pardon ? Je ne sais pas, je pense. Le mot wokisme est aujourd'hui utilisé par les franges les plus réactionnaires et les plus extrémistes de droite dans la société européenne pour stigmatiser, dénoncer voilà, en fait. Parce que ce qu'on appelle wokisme, en réalité, on y trouve des sans-papiers, des gens qui vivent des situations difficiles, racisés, très précaires. Et en effet, c'est un mot qu'on va retrouver dans... Peut-être Adam parlera mieux que moi du wokisme, toi qui as suivi en fait ces mouvements. Guillaume, que j'aimerais écouter, Guillaume, que je n'ai pas vu depuis maintenant 10 ans. Merci d'être venu. C'est exactement ça, 10 ans. Depuis Rabat. Bonsoir Montassir. Alors en t'écoutant parler de Fanon, je n'ai pas eu l'impression d'entendre le mot aliénation, ce qui m'a un petit peu surpris. Mais quoi qu'il en soit, je veux justement te poser la question, à savoir si tu as réfléchi à cette dimension de l'aliénation, considérant que concernant les politiques frontalières, le coût d'entrée, les barrières à l'entrée sont tellement importantes que ça génère forcément une forme d'aliénation de la part des personnes qui vivent dans ces formes de déplacement et de blocage également. Moi, la référence ou l'analogie que j'ai, c'est celle de l'endettement des étudiants dans les universités américaines qui ensuite se retrouvent pour une bonne partie de leur vie dans la nécessité de s'occuper, de se désendetter et de se libérer de cette dette qui souvent reste là ad vitam aeternam. Et est-ce qu'à travers cette idée d'aliénation, on n'a pas aussi finalement un intérêt de la part des impériums, là parlons de l'Europe dans le contexte marocain principalement, des impériums qui, de ce fait-là, génèrent aussi des bons petits soldats du capitalisme. Merci. Ça marche. Alors, j'ai une question, c'est très simple. Si on regarde une timeline, c'est-à-dire une ligne de temps, Fanon et Max Weber, c'est 19e, 20e siècle. Je me demandais s'il n'y a pas eu un antécédent de ce genre de, je dirais, de cette hégémonie, ce problème de frontières dans l'histoire. C'est-à-dire si on remonte, par exemple, quand il y a eu d'autres nations fortes. Par exemple, au Maroc, on avait les Almohades, c'était un empire qui englobait l'Espagne, qui englobait toute l'Afrique du Nord jusqu'aux frontières d'Égypte et jusqu'au fleuve Sénégal. Il y a eu des confrontations avec l'Europe. Est-ce qu'il y a eu aussi ce problème-là? Parce que c'était une hégémonie d'une certaine civilisation, mais est-ce qu'il y a eu ce problème-là? Est-ce qu'on retrouve la même chose? Par exemple, quand il y a eu l'invasion mongole sur l'Asie centrale et jusqu'aux frontières d'Égypte, est-ce que ce problème-là s'est posé aussi quand Rome elle était hégémonique sur toute la Méditerranée? Voilà, c'est juste une question comme ça. Si on regarde la timeline, c'est-à-dire on remonte jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà.
pour votre présentation, qui a été vraiment très, très riche, très extensive. Et non, je voudrais juste simplement rebondir sur la question de l'aliénation. Fanon qui parlait, je crois, dans Peau noire, masque blanc, de la question du regard, que la colonisation et donc la décolonisation commence par le regard qui déshumanise, qui aliène. Et puis le fait qu'il disait que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Karl Marx, je crois que c'était lui qui disait « Les hommes font l'histoire sans savoir quelle histoire ils font ». Et du coup, ma première question serait d'un point de vue éthique de la recherche, ou bien le fait de trouver des données probantes, comment vous pourriez faire face, on va dire, à cette malléabilité, on va dire, de l'histoire. Il y a des événements marquants qui sont incontestables, mais la phénoménologie, en fait, de cette histoire, comment les gens interprètent leur vécu, les événements que tu viens de citer, comment, en fait, on peut vraiment toucher du doigt cette exactitude historique pour peu qu'elle soit présente. Et puis, dernièrement, ma question plutôt pragmatique, ces insights en fait du dialogue décolonial, en quoi ça pourrait en fait nous servir dans cette lecture des événements contemporains, et est-ce que pour vous la décolonisation a déjà eu lieu, ou elle est toujours en fait en train de se faire sous un autre angle? Et encore une fois, merci beaucoup pour ce travail. Était un peu de se délaisser en fait de la question de la critique, en fait, de la critique adressée à l'Empire justement, ou bien adressée à l'État colonial, pour essayer un petit peu d'entrevoir qu'est-ce qui est chez Fanon en termes de propositions adressées dans le Sud, justement pour sortir de ses aliénations, justement pour faire face en fait aux politiques qu'il a critiquées, en effet, le grand de l'œuvre de Fanon, il est mort très très jeune, mais le gros de l'œuvre, c'est construire en fait un diagnostic des systèmes de domination coloniale. Donc c'est en fait ces enquêtes sur le rêve des Algériens, sur les moujahidines, sur confrontés en fait à la colonisation. C'était justement pour nous raconter, nous décrire la société en fait coloniale, comment en fait elle se réalise au quotidien. Donc quand on revient sur l'an 5 de la Révolution par exemple, en effet c'est raconter cette aliénation de manière décrite, de manière psychanalytique, de manière très imagée. Et en effet l'aliénation, bon, c'est le marxisme qu'il rattache vraiment de manière très très singulière à la question du psyché. Et donc, comme il parle à la fin de l'écartèlement des fonctions, et en même temps, c'est ça, c'est humaine, et donc c'est aussi sa formation existentielle avec Sartre. Donc, en effet, c'était pas pour moi en fait de revenir sur la critique adressée, mais plutôt sur la proposition. Et donc, dans la proposition, moi, je pense que c'est principalement ce chapitre 3 qui mérite en fait d'être analysé en lien avec Max Weber, c'est-à-dire la proposition donnée dans le Sud. Il y a aussi trois lettres, il en reste une qui a été en fait traduite et retrouvée dans ses correspondances avec Ali Shariati. Donc Sarah Shariati a republié cette lettre où effectivement, encore une fois, il donne un avis politique sur l'après. Bon, je ne l'ai pas cité, mais elle mérite complètement parce que c'est là où, en fait, où il se distingue de la question aussi religieuse. C'est-à-dire attention à la... Shariati très gagné à la question de la possibilité de mener une révolution, voilà, avec le signe religieux, mais Fanon était très sceptique. Bon, Fanon qui s'est converti, qui a accédé à la nationalité algérienne, etc. Mais en fait, il avait cette vision qui sont pour moi en fait des signes d'une politique possible dans la construction. Parce qu'on a souvent en fait mis Fanon sur le banc de la critique. Moi, je pense qu'il faut aussi le mettre sur le banc de la responsabilité de la construction des nouveaux États-nations dans le Sud. Et c'est ça ce qui m'a un peu le plus importé dans cette conférence. Et sur la question des empires, est-ce qu'on a pareil, absolument pas.
apparaît absolument pas dans le sens en fait où la question du visa qui est introduite de manière assez bureaucratisée. Donc déjà nous sommes devant par rapport dans les empires musulmans, parce que j'ai un petit peu j'ai essayé de lire certains historiens de la question de la nationalité dans les empires musulmans. C'est absolument pas connu dans le sens où en fait quand l'individu part d'une zone à l'autre, en fait, il est toujours sujet de. Il change d'émir, mais il ne change pas, en fait. Il est musulman. Il est traité comme étant un musulman dans Dar al-Islam en général. Donc il y a Kamal Jarfal, qui a vraiment un historien qui a beaucoup travaillé sur cette question, et qu'en fait, les musulmans ne commencent à connaître la question de la nationalité qu'à partir de l'Empire ottoman, donc 24, je pense, la première nationalité. Ottomane, mais malgré ça, c'était très très flexible et c'était absolument pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres structurations tribales, des codes de droit, etc. Mais juste cette question telle qu'elle est posée avec la modernité de la nationalité, c'est la colonisation. C'est le siècle de la colonisation qui va vraiment. Je pense que Pierre Bourdieu a beaucoup travaillé sur ça en Algérie par rapport à la question de comment en fait on forme la bureaucratie sous la colonie, on détruit la question culturelle et la question des autres attaches et des autres filiations. Dernière question sur... Ah oui, toujours vraiment sur l'Empire. Bon, il y a l'expérience de l'Andalousie. Mohamed Abdel Jabri a beaucoup travaillé sur l'Andalousie, qui était en fait complètement ouverte, dans le sens où, en fait, pour lui, en tout cas pour le Jabri, la révolution européenne passe par le protestantisme, la révolution, donc la réforme religieuse, qui est intrinsèquement ancrée dans le siècle andalou et dans Averroès. Donc c'est la découverte d'un islam sans clergé qui fabrique en réalité la lancée technique européenne. Une ambassade du sultan Mérinide avec les Castillans, justement suite à une bataille pour gérer le flux justement des frontières qu'il y avait en Andalousie entre les Mérinides, le royaume de Grenade qui était un vassal des Mérinides, et il a géré les pourparlers avec justement tout le problème donc, de migration entre les deux frontières. Voilà, c'est la prochaine conférence. Nawal, un historien, pour évoquer ces questions qui sont vraiment très très intéressantes. Et dernière, c'est la question de la décolonisation aujourd'hui. En fait, moi je pense que c'est la question des frontières qui est assez centrale pour penser et pour se rendre compte à quel point la colonisation elle-même en fait se redéploie à travers des techniques comme la frontière peut garder des formes de son existence initiale, c'est-à-dire l'extractivisme par exemple. Donc voilà, merci. Merci à toutes et à tous. Merci à l'IAS de nous avoir donné l'opportunité d'écouter Montasser. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de le présenter. Moi qui suis juriste et qui ne connais pas du tout Fanon sous le prisme de l'académicien, mais Weber qui a trahi un peu le monde du droit, mais ce n'est pas grave. Donc merci beaucoup. Et pour faire un peu de pub, la prochaine rencontre, c'est le 9 janvier. Et il y a aussi la rencontre de lundi, mardi et mercredi prochain. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine.